Isabelle Perron s'empare du micro pour mieux vous entendre. Elle capte les tensions, débusque les non-dits, éclaire les angles morts. Vos idées, vos émotions, vos questions. Parce que l'actualité, ce n'est pas seulement ce qu'on vous raconte, c'est aussi ce que vous vivez. Isabelle Perron. Ça part bien, il n'y a pas de trafic, la circulation est fluide, il y a du soleil, c'est férié demain. Non, mais on va partir ça positif, cette émission-là. Est-ce que vous êtes fiers d'être québécois? On sait, il y a plusieurs fêtes nationales là, partout, plusieurs célébrations de la fête nationale, que ce soit aujourd'hui ou demain, partout à travers le Québec. Quand on pense à ça clique. L'état des routes, les conditions dans lesquelles nos élèves vont aller à l'école aujourd'hui, les bâtiments vétus, que ce soit les écoles, que ce soit les hôpitaux. C'est sûr que quand on se remémore tout ça, c'est difficile des fois d'être fier d'être québécois. Mais quand même, est-ce que vous, il y a quelque chose en vous qui vous dites, oui, aujourd'hui, ça vaut la peine de célébrer avec ce qui se passe dans le monde? Moi, j'ai une fierté plus que jamais. 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Il en sera question un peu plus tard à l'émission aujourd'hui, parce que les célébrations, ça commence aujourd'hui, le 23 juin. Mais avant, le sujet chaud, pour pas faire de mauvais jeu de mots avec la météo, c'est sans doute les étudiants qui ont de l'école aujourd'hui. Il y a plusieurs commissions scolaires à Montréal, Laval, Marguerite-Bourgeoys. On sait que dans la capitale nationale aussi, il y a certains élèves qui ont de l'école. Puis ça tombe qu'aujourd'hui, en plus, en plein dans une vague de chaleur où on prévoit des ressentis de 45 dans tout le sud et le centre du Québec. Pour en parler de ce calendrier scolaire qui fait énormément réagir, Sylvain Duclos, enseignant de mathématiques au secondaire. Il a plus de 50 000 abonnés sur TikTok. Il est très, très actif. On peut l'entendre beaucoup. Sylvain Duclos, est-ce que vous en avez de l'école aujourd'hui? Chez nous, c'est pédagogique aujourd'hui, donc pas d'élèves. Puis je suis dans ma classe modulaire qui est climatisée, donc j'ai pas à me plaindre, moi, aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, du calendrier scolaire, d'avoir de l'école un 23 juin, là, une petite dernière journée, alors que souvent, c'est des jeux. Là. On sort nos cure-pipes, nos bricolages, nos cols en bâton, puis on fait pas grand-chose pour cette dernière journée-là. Ben, je vous dirais que dans tout le processus de création du calendrier scolaire, clairement, il y a des gens qui l'ont échappé. Je pense qu'on s'attendait à avoir une journée pédagogique, mais là, je pense que c'est une reprise de tempête dans certains centres de services scolaires. Puis on s'entend qu'il y aura pas d'élèves qui vont se présenter pour faire des apprentissages au sens strict du terme aujourd'hui. Donc, c'est une journée d'école perdu. Donc, il y a un niveau de réflexion qui aurait dû être plus élevé au niveau des institutions, des centres de services, des syndicats qui ont consulté leurs membres, mais aussi des parents, parce que tous ces gens-là ont passé sur le calendrier scolaire et personne n'a vu le problème potentiel. Mais ça, c'est intéressant parce qu'on s'accuse tous et chacun entre nous, mais dans le fond, la somme des décisions fait en sorte qu'un 23 juin, puis là, aujourd'hui, ça tombe qu'il y a de la chaleur, là, mais si la météo avait été clémente quand même, c'est questionnable d'avoir de l'école aujourd'hui, alors qu'on parle de coupure la semaine passée, ça a fait réagir. Ben là, on paye des étudiants, des professeurs pour pas grand-chose aujourd'hui, là. Ben, en fait, oui, on paye des professeurs pour essayer, bon, on va dire faire du gardiennage sans vouloir dénigrer qui que ce soit, là, mais c'est ça qui va se passer. Bien entendu, il y a une espèce de transition qui est importante. Les dernières journées d'école, que ce soit un 23 juin ou que ce soit un lundi avant la fête nationale ou autre, ça a de l'importance avec nos jeunes parce qu'il y a une transition, il y a une coupure à faire avec les jeunes. On peut pas arrêter le lendemain de l'examen, particulièrement au primaire. Fait que ça, c'est important. C'est pas juste des apprentissages au niveau académique qui sont importants dans les écoles, mais cette journée particulière dans le calendrier, on peut se questionner à savoir si c'était vraiment une bonne idée. Bien, c'est que des fois, on s'acharne sur le nombre de jours à l'école, mais parfois, je me demande si on devrait plutôt insister sur la qualité des journées, tu sais, se dire, bon, ben ce sera vendredi notre dernière journée d'école parce qu'il faut le rite de passage, il faut dire bye-bye à nos amis, ça, c'est important de finir un chapitre, mais je me questionne sur le nombre de jours qu'on oblige. Ben, en fait, obliger le 180 jours d'école, je comprends le principe parce qu'à un moment donné, il y a eu de l'abus, effectivement. Mais il faut se questionner justement sur la qualité de ces journées-là. On peut penser à la même chose avant les fêtes. Bien souvent, ça arrive souvent qu'on revient pour une journée avant le congé des fêtes. Le lundi, il manque la moitié des élèves. On est parti en vacances, on est allé voir les grands-parents. Au final, il se fait pas d'apprentissage ces journées-là. Donc, les calendriers doivent être pensés de façon peut-être plus globale pour justement qu'on ait une qualité d'apprentissage. Aujourd'hui, il y a quand même la Fédération autonome des enseignants, la FAE, qui demande la démission de M. Drainville concernant les coupes de 570 millions. Certains, même la semaine passée, avançaient le milliard. Vous pensez quoi de ça? Est-ce que c'est exagéré comme réaction?
Ben, je vous dirais que c'est le point de bascule. On est arrivé là parce qu'il y a eu plusieurs moments avant ça. Oui, il y a les 570 millions, mais il y a eu aussi une panoplie de décisions. Le ministre Drainville fait beaucoup bouger le réseau pour renforcer la laïcité, pour ajouter des évaluations obligatoires. Et on a l'impression depuis plusieurs mois que le ministre n'écoute pas les acteurs du réseau et pas seulement les syndicats, les directions d'établissement, les centres de services scolaires. Donc, je pense qu'on en arrive là en raison de toutes ces décisions-là. Est-ce que c'est exagéré? Je suis pas là pour en juger, mais je sens, moi, sur le terrain et sur mes réseaux, que les gens attendaient cette réaction-là des syndicats parce que les gens sont vraiment à bout. Vous en pensez quoi au 187 Cube Radio, 1877-827-2346? Je ne sais pas si vous allez envoyer vos enfants à l'école aujourd'hui ou pas. Le 187 Cube Radio pour nous rejoindre en studio, pour ajouter votre voix à la discussion aussi. Parce que, concernant, oui, le ministre Drainville, est-ce que c'est le ministre Drainville? Est-ce que c'est la façon dont on gère nos commissions scolaires? Le problème, il est où? Est-ce que, je me demande si M. Drainville n'est pas le porte-parole de quelque chose de plus grand, finalement, qui était peut-être un peu vétus avec le temps? Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que le ministre Drainville s'est abrogé beaucoup de pouvoirs dans les dernières années. Donc, avec la loi 23, juste avant, là, quand on a terminé les négociations, il y a maintenant le contrôle sur les directeurs des centres de services scolaires, etc. Donc, il prend tout le pouvoir. Il doit aussi prendre la responsabilité qui vient avec ces pouvoirs-là. La situation actuelle où on coupe un 570 millions, le ministre dit que les centres de services scolaires doivent mieux gérer. Sauf qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont reçu la nouvelle le 12 juin. Là. Donc, il y avait des achats déjà faits, puis il y a plus de 75% des dépenses dans les centres de services scolaires qui relèvent de la masse salariale des employés. À un moment donné, les centres de services scolaires ont quand même une marge de manœuvre qui est très limitée puisque les négociations ont été gérées par le gouvernement. Quelqu'un au 187 Cube Radio qui dit le ministre Drainville est le meilleur qu'on a eu depuis longtemps. Vous pensez quoi de cette proposition-là? Ben, je voudrais que le ministre Drainville est excessivement efficace pour gérer tout ce qui est communication publique. Cependant, dans le réseau, moi, ce que j'entends, c'est qu'on fait beaucoup de gestion de surface, de micromanagement, mais des grandes décisions de fond sur les enjeux qui touchent les élèves en difficulté, la pénurie de personnel, etc., on en voit très peu. Ce qui fait aussi réagir ce matin, on en parlait en début d'émission, la chaleur. Il y en a plusieurs qui disent « J'aimerais bien ça que le ministre Drainville et sa gang de l'Éducation passent une journée à travailler dans les conditions que les élèves vivent aujourd'hui. Chez vous, vous dites dans votre école, il y a l'air climatisé, mais ça, c'est pas partout, là. » Non, tout à fait. Puis effectivement, on le nomme souvent que dans les hautes sphères, on a l'air climatisé, on est dans des conditions de bureau. Nos écoles sont vétustes à bien des endroits. Dans plusieurs écoles primaires, il n'y a même pas de ventilation. On parle même pas de climatisation, là. Il faut ouvrir les fenêtres, puis il n'y en a pas de courant d'air, donc ça devient rapidement défaut. Il n'y a pas d'arbres sur les cours d'école non plus, donc c'est un faux. On est dans une école. Bon, l'école commence. C'est terminé. Ça, c'est la première période. Oui, normalement, si c'était pas une pédagogie. Donc, tout ça pour dire que effectivement, c'est complexe à ce niveau-là. Puis, les conditions, c'est pas des conditions d'apprentissage. On parle de la journée d'aujourd'hui, à savoir, est-ce que c'était une bonne idée d'avoir de l'école le 23 juin? Mais si ces chaleurs-là d'aujourd'hui avaient eu lieu il y a une semaine et demie pendant les examens du ministère, le ministre n'aurait pas demandé de fermer les écoles. On aurait dit les jeunes doivent aller faire leurs examens du ministère, puis ils doivent apporter une gourde d'eau, puis donner leur des popsicles. Là. Fait qu'il faut aussi avoir une vision plus globale par rapport à cet enjeu-là. Bien, c'est que ça se pourrait qu'il y ait des chaleurs en septembre à la rentrée. Là. Ça arrive souvent qu'on a des vagues de chaleur à cette période de l'année aussi. Donc, ça se pourrait que le problème se représente quand même, là. C'est certain que le problème va se représenter. C'est à chaque année. Cette année, on a été quand même relativement préservés. Il n'y a pas eu de grosse chaleur avant aujourd'hui. Donc, même les examens du ministère se sont très bien passés. Mais ça arrive à chaque année des vagues de 1 à 2 semaines où les élèves ne peuvent plus et n'apprennent plus, en fait, dans les écoles. Donc, oui. Il y a certains qui disent aussi, mais en même temps, parfois à la maison, il y en a qui n'ont pas beaucoup de moyens. Parfois, c'est encore plus chaud à la maison. Il y en a que c'est encore plus difficile. Donc, l'école apporte une espèce de filet de sécurité. Donc, il y en a qui voient d'un bon œil d'être à l'école, par exemple, aujourd'hui avec cette chaleur accablante. Ben, je vous dirais que dans ce cas particulier où il y a une missive qui a été envoyée au centre de service scolaire hier pour dire s'il le faut, fermer les écoles, à court terme comme ça, en pensant que les parents ont peut-être pas le temps de s'organiser, de se retourner de bord, de penser que des jeunes de 5e, 6e année peuvent rester seuls à la maison parce que les parents n'ont pas le temps de se retourner de bord, on est peut-être mieux de garder les écoles ouvertes à ce moment-là, justement pour qu'ils soient supervisés, nos jeunes, qui boivent, qui soient rafraîchis, etc. Donc, c'est une autre mission sociale qui bien souvent retombe sur les épaules de l'école.
Il y a une autre question en cette fin d'année qui me brûle les lèvres, puis j'ai envie de vous entendre là-dessus aussi. On parle de plus en plus des fameux cadeaux de profs, les cadeaux qu'on fait aux profs, puis aux surveillants, puis aux chauffeurs d'autobus. Puis là, il faut gâter tout le monde qui se sont occupés de nos enfants pendant l'année. Mais je ne sais pas comment vous le recevez, vous, comme professeur. J'ai l'impression que la barre est tellement haute, c'est rendu que ça coûte tellement cher offrir des cadeaux, puis il y en a qui ont de la misère à finir l'année scolaire financièrement, il y a des parents qui n'y arrivent pas. Vous recevez ça comment, vous, les fameux cadeaux de professeurs? Ben, je vais vous dire franchement qu'au secondaire, les cadeaux de professeurs, c'est pas notre tasse de thé. On n'en a pas souvent, en fait. C'est beaucoup au primaire, puis c'est correct. Les liens sont très, très serrés au primaire. Je pense qu'il y a un peu de surenchère par rapport à ça, les cadeaux de profs. Moi, je tiens à rassurer les parents, ce n'est pas nécessaire. C'est apprécié, mais c'est vraiment, vraiment pas nécessaire. J'ai fait des blagues sur mes réseaux en disant les 4 cadeaux de la SAQ par les temps qui courent, c'est toujours très apprécié. Mais ça demeure que on le fait beaucoup en tant que parents, plus pour nos enfants que pour les enseignants. Les enfants veulent remettre quelque chose, mais ça peut être une belle carte, ça peut être un dessin. Pour les enfants, c'est important justement de faire cette cassure et de dire, OK, c'est la fin de l'année, c'est la dernière fois que je te vois, etc. Mais il faut pas entrer dans la surenchère. Mais c'est qu'il y en a même des groupes, là. Certains groupes, ça se veut amical, là. Mais il y en a quand même qui rigolent du fait qu'ils ont reçu une énième tasse comme cadeau de prof. Mais il y a des parents qui peuvent pas payer plus que ça. T'sais, c'est ça que je trouve dommage. Des fois, les rigolades qui se veulent pas méchantes, mais quand même, il y a un parent que pour lui, acheter une tasse 5 piastres, c'est tough. Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est important, nous, en tant qu'enseignants, personnel scolaire, de l'envoyer ce message-là. Regardez, les cadeaux, c'est vraiment, mais vraiment pas nécessaire. Mettez pas votre budget à risque pour ça. Puis, si votre enfant veut faire un cadeau, qui s'installe, qui fasse un beau bricolage, que vous le supervisez, c'est tout aussi apprécié. Puis c'est des choses souvent qu'on va garder plus longtemps. Donc, on va garder le bricolage dans un tiroir ou la lettre, le beau petit mot, alors que la tasse, ça va passer au lave-vaisselle une couple de fois. Puis à un moment donné, effectivement, elle va avoir fait son temps. Donc, c'est peut-être encore mieux, ça. Il y a Julie Blais-Comeau qui va s'ajouter à la discussion parlant des cadeaux parce que ça a été quand même des sujets de discussion dans les dernières semaines. Elle est spécialiste de l'étiquette, elle est conférencière et fondatrice d'étiquettejulie.com. Bon, pour les cadeaux de professeurs, on en fait ou on n'en fait pas à la fin des classes comme ça? Ben, j'aime beaucoup ce que votre invité dit. C'est pour les enfants. Puis j'y vois aussi une façon de montrer la gratitude, la reconnaissance, le remerciement pour les enfants. Puis de plus en plus, ce qu'on voit qui est en train de se passer, c'est qu'il y a des directions d'école, des regroupements d'enseignants qui prennent le temps avant de tempérer les attentes avec les enfants et aussi avec les parents. Alors, je serais pas surprise que peut-être dans 5 ans, que cette pratique-là soit de plus en plus minimisée. Parce que cette surenchère, Isabelle, dont vous parlez, là, elle est réelle, elle est causée par les médias sociaux. On le voit pour les cadeaux pour les enseignants à l'école, mais aussi, là, si on pensait les fêtes d'enfants. Les fêtes d'enfants, là, c'est rendu presque le cirque du soleil arrive dans la cour des parents. Alors, de tempérer les attentes, de miser sur la reconnaissance, le remerciement et surtout d'impliquer son enfant. Les fêtes d'enfants, je veux dire, ça coûte tellement cher. Là, tout ce qu'on va acheter de princesses, de super-héros de Marvel, ça coûte la totale. On gaspille la totale aussi parce que souvent, c'est des trucs qui sont jetables. C'est quelque chose quand même. Là. Puis on se dit, il y a un enfant, dans une famille, il y en a peut-être 2, 3. Donc, ce que tu donnes à un, tu veux le donner à l'autre aussi. On dit déjà que c'est cher. On capote présentement dans les coupures partout. Puis je me dis, ben ça, c'est une affaire de plus dans le budget qui n'est pas prévu nécessairement. Là. Puis au point des coupures aussi, là, d'enseigner à son enfant, de parler à son enfant avant cette journée-là, là, comme ça aurait dû être fait là, avant aujourd'hui. Là. Il va peut-être y avoir des cadeaux qui sont plus gros. Dans mon atelier des bonnes manières, là, j'ai un volet spécial pour les cadeaux. Des fois, l'enfant lui-même, là, quand il va à une autre fête, là, puis là, il se sent triste parce que l'autre a eu un plus gros cadeau. Alors, tout l'élément là, de comparaison, d'en parler avec son enfant avant, d'être bienveillant, de respecter aussi les autres enfants quand ils offrent des cadeaux. Puis, la discrétion pour les parents qui ont les moyens d'arriver avec quelque chose de plus gros, là, d'avoir une réflexion. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est l'endroit pour offrir? Je connais des enseignantes là, qui ont reçu des bijoux
Des bijoux là, de très grande valeur. Et cette enseignante-là, là, qui est dans ma famille immédiate, elle était très mal à l'aise de le recevoir. Alors, il y a une réflexion. Les cartes cadeaux, oui, la SAQ, mais peut-être aussi là, parce que les fournitures scolaires, nos enseignants, nos enseignantes, là, ils sortent ça de leur poche. Alors, des cartes cadeaux pour des endroits où ils vont déjà. Ça peut être aussi une carte pour une œuvre caritative du choix de l'enseignant, de l'enseignante, comme 60 millions de filles qui donnent de l'éducation aux jeunes femmes ailleurs dans le monde. Alors, il y a une réflexion comme société, l'effet des voisins gonflables et surtout d'inclure son enfant pour enseigner la reconnaissance. Sylvain Duclos, vous, est-ce que vous devez de temps à autre payer de votre poche justement des fournitures scolaires pour vos élèves parce que ça entre pas dans le budget? Ben, je vous dirais que souvent, ce qui arrive, c'est que c'est tellement complexe d'avoir accès à l'achat de fournitures scolaires que dans le feu de l'action, on va se retourner et on va faire « OK, c'est moins compliqué de l'acheter moi-même ». Donc ça arrive quand même relativement souvent. Ça ne nous est pas nécessairement refusé, quoique dans le contexte actuel, peut-être que oui. Mais faut faire attention à ça, effectivement. Puis, il y a et je pense beaucoup aux enseignantes du primaire qui, elles aussi, ressentent cette pression des classes. On parlait des voisins gonflables, là, puis des fêtes d'amis, mais les classes Pinterest aussi, il y a beaucoup de pression qui se met sur nos enseignants, enseignantes, au primaire, par exemple. Donc, ça aussi, c'est une pression. Donc, à ce moment-là, ça peut venir compenser un peu, effectivement. Est-ce qu'il y a de vos collègues qui succombent justement aux classes Pinterest? Oui, je vous dirais que j'ai des collègues qui ont succombé aux classes Pinterest, qui font les ventes de garage, qui vont acheter des choses de leur poche pour se monter des classes qui sont flexibles avec des poufs, des assises différentes, puis des belles affiches qui vont faire imprimer d'elles-mêmes, oui. C'est dommage, des fois, parce que je me dis, on est dans le crémage, puis on oublie de travailler le gâteau. J'ai 75 ans et au primaire, à la fin de l'année scolaire, nous recevions tous un livre. C'est ce qui m'a donné le goût de la lecture. C'est une réaction qu'on a au 187 Cube Radio. C'est vrai que ça, les livres, échanger des livres qu'on a peut-être déjà lus, ça peut être un beau leg aussi, puis ça coûte pas grand-chose. Oui, tout à fait. Puis ça peut être des activités qui sont... Allez-y, Sylvain Duclos. Qui sont différentes aussi pour faire on parlait de transition, de cassure, ben ça peut être, on peut s'organiser un échange de cadeaux où est-ce qu'on redonne quelque chose qu'on a reçu. Donc, sans justement acheter des choses, mais plutôt réutiliser. Julie Blais-Comeau, spécialiste de l'étiquette, vous vouliez réagir aussi? Ben aussi, j'aimerais apporter l'élément d'un cadeau collectif. Hein. Comme parents, est-ce que la classe peut s'assembler? Est-ce que nous, comme parents, on offre quelque chose? Et là, tous les enfants sont impliqués. Il y a eu une contribution de chacun des groupes de parents. Ça peut être une façon de le faire. Et aussi, comme parents, de reconnaître l'ensemble du personnel. Alors, est-ce que je sais qu'ils aiment beaucoup commander de tel endroit? Alors, le vendredi avant, peut-être que moi, je décide comme parent de reconnaître l'ensemble du personnel et que je fais livrer un repas. Alors, il y a d'autres façons de pouvoir le faire sans que chaque enfant ait... Il y en a qui vont être plus timides, il y en a qui vont arriver puis qui vont avoir moins quelque chose, là, sans qu'il y ait on pourrait dire, cette évaluation de comparaison d'un cadeau à l'autre. Il y a un mot important que vous avez dit. Reconnaissance. Au 187 Cube Radio, il y a Benoît qui dit... Moi, je veux juste vous dire, j'ai terminé mon secondaire en 2018. Puis, à un moment donné, j'ai recroisé mon enseignant chez Maxi. Moi, je l'ai reconnu. Lui, pas tout de suite. Mais il a pris le temps, Benoît, de remercier son professeur parce qu'il dit c'est grâce à lui que j'ai pu réussir dans ma vie. Et il m'a dit qu'à ce moment-là, ça a été le plus beau cadeau qu'il a reçu. Ça, la reconnaissance, faut pas sous-estimer l'impact que ça a parce qu'on est bon pour pointer quand ça va pas. Mais je veux dire, les profs travaillent fort aussi, puis quand ça va bien, c'est vrai qu'il y en a plein qui nous ont motivés. Sylvain Duclos, vous réagissez comment à ça? Ben, c'est les plus beaux cadeaux qu'on peut avoir, puis souvent, c'est après, en plus. C'est sûr que ça se fait dire merci, le beau câlin à la fin de l'année, c'est toujours apprécié, mais revoir un élève 5-10 ans plus tard, dire je me souviens de vous, puis de comment vous étiez, puis vous m'avez donné le goût, ça, c'est les plus beaux cadeaux, puis c'est ce qui fait que bien les enseignants continuent malgré les embûches. Ouais, parce que je me demande par rapport aux cadeaux, là, j'ai l'impression que c'est un peu désincarné. On voit que l'autre le fait, c'est devenu une tradition. On le fait un peu comme dans le temps des fêtes. Ça nous tente pas en tout là, d'acheter un cadeau à Manon. Mais là, on n'a pas le choix, tout le monde le fait. Fait que là, on le fait. Je me demande si les cadeaux de fin d'année scolaire, c'est un peu ça, Julie Blais.
Oui, ben c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit en ce moment sur les médias sociaux. Puis pour revenir à la reconnaissance, la note de remerciement de la part du parent, de trouver, de se remémorer quelque chose de spécifique que cet enseignant-là a fait. Quand je fais des ateliers, je parle des notes de remerciement, là, vous seriez surprise. Et puis Sylvain, vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est le genre de choses que vous conservez. En conserver, alors de prendre un instant, de s'asseoir, de rédiger cette note manuscrite. Hein, j'ai beaucoup apprécié telle chose. C'est grâce à vous, c'est grâce à toi que mon enfant a quelque chose. Puis la même chose avec l'enfant, dès que l'enfant est capable d'écrire, que ça vienne de cet enfant-là, pour qu'il ait l'habitude, cadeau, oui, mais c'est la note, c'est là la reconnaissance, l'appréciation spécifique de cet enseignant-là. Sylvain Duclos, vous êtes d'accord avec ça? J'ai l'impression de toute manière que les cadeaux, à un moment donné, ça se perd, on oublie, ça va vite. Alors que quelqu'un qui prend le temps de t'adresser quelque chose, ça a l'air qu'Étienne l'a dit comme ça, mais ça reste quand même vraiment longtemps, puis on en parle encore aujourd'hui. Le Benoît qui vient de nous texter, il s'en rappelle encore. Oui, ben en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est on le fait pour l'enfant. Donc, ces cadeaux-là, on le fait pour l'enfant. Ça n'a pas besoin d'avoir une valeur monétaire qui est très grande. Ça peut ne pas avoir de valeur monétaire, en fait. C'est le geste qui compte, puis c'est ça qu'il faut encadrer avec notre enfant. Puis, faut éviter de mettre la pression sur les autres jeunes de la classe aussi. C'est ça. Est-ce qu'on sait en moyenne, les parents peuvent dépenser combien maintenant pour un cadeau de fin d'année? Julie Blais-Comeau, est-ce qu'on le sait, ça? Combien on peut dépenser maintenant pour les profs, les centres de services scolaires, les chauffeurs, tout ça là, qui s'occupent de nos enfants durant l'année? Ce serait difficile d'évaluer parce que vous avez parlé là, de la fameuse tasse, là, meilleur enseignant, meilleur prof ou peu importe, le bon 5, 10, 15. Puis si on pense à la carte cadeau pour la bouteille de vin, la bouteille de vin, on pense comme la fourchette là, de 20-25 $. Alors c'est très difficile à évaluer parce que comme je vous ai mentionné, de plus en plus, dépendamment des commissions scolaires, dépendamment des quartiers, des patelins de ces écoles-là, ben l'effet d'un plus gros cadeau, un cadeau plus dispendieux puis c'est ça qui est malheureux, c'est pour ramener l'attention individuellement sur nous, notre enfant, puis peut-être même là, des fois, Isabelle, Sylvain, comme moi, comme parent, pour que moi, je me sente valorisée puis possiblement meilleure. C'est cet effet-là que je trouve en ce moment est dérangeant pour laisser une impression plus favorable envers soi. C'est comme de la Sans fausse générosité, l'élément. finalement. Oui, oui, alors je ramène ça vers moi en ayant le plus gros cadeau, C'est intéressant, ça. J'aime beaucoup ça, mais c'est intéressant parce que ça s'applique sur nos différentes actions qu'on fait, là, juste pour se sentir valorisé, finalement. C'est intéressant parce que ça s'applique pas juste aux cadeaux de professeurs, je trouve. Dernier commentaire en terminant. Nous avons donné un bouquet de fleurs avec un sac personnalisé, 30 $ total, avec l'inscription, nom du prof, une enseignante qui a su s'adapter à chaque petit cœur de sa classe. L'enseignante de notre fille a tellement fait pour elle. On voulait qu'elle sache à quel point elle a fait la différence dans la vie de notre fille. Pour sa première fois à l'école, c'est Audrey de Saint-Hubert qui mentionne que pour elle, c'était bien important de le faire. Sylvain Duclos, professeur en mathématiques, on vous souhaite un bel été. Les corrections sont terminées? Tout est terminé. C'est pour ça le sourire ce matin, là. Tout à fait. Julie Blais-Comeau, spécialiste de l'étiquette. Vous pouvez la suivre d'ailleurs chez étiquettejulie.com et les conférencières également. On vous souhaite un bel été. On espère également que vous allez profiter d'une piscine aujourd'hui quelque part pour pas trop être accaparé par cette chaleur. On l'espère, puis à la prochaine et bonne Saint-Jean. À bientôt, bonne Saint-Jean. On salue d'ailleurs Benoît Lauzon, le professeur émérite de Vincent qui nous a texté au 187 Cube Radio. Est-ce qu'on est encore fiers d'être Québécois avec tout ce qui se passe présentement, là, avec les levées de boucliers, les grèves, le trafic, les bâtiments vétustes? Est-ce qu'on est encore fiers d'être Québécois alors qu'on célèbre ce soir et demain la fête nationale? On veut vous entendre. 187 Cube Radio, 1877 827 2346.